Bonjour, je suis Maëtrissi Taraman. Nous entamons une nouvelle saison de Real Economy avec une édition consacrée à la dette. Alors que la situation de la Grèce a focalisé l'attention cet été, nous nous demandons à partir de quand une dette publique devient insoutenable. Au menu, un reportage au Portugal pour voir comment le pays gère un niveau d'endettement élevé. Nous nous rendrons aussi dans un petit pays comme la Lettonie qui se démène pour changer les choses. Puis avec Sonny Kapoor, directeur général du think tank Redefine, nous discuterons de toutes les questions que soulève la notion même de viabilité de la dette. Les États ont besoin de s'endetter pour combler la baisse de leurs revenus, tirer des taxes et pouvoir fonctionner. Quand Christophe lève des fonds, son emprunt est calculé sur la valeur de son entreprise et sur la manière dont il entend dépenser cet argent pour augmenter ses bénéfices. Mais difficile d'évaluer la valeur d'un État, et ces dépenses ne sont pas toujours synonymes de retour sur investissement. Dans ce cas, comment savoir si une dette publique est soutenable ou non? Des réponses dans notre cours accéléré. Pour se financer, un État peut vendre des obligations sur son marché intérieur ou à l'étranger, les investisseurs espérant une rémunération après un certain nombre d'années. Imaginons que dans un pays, la dette publique représente 20% du produit intérieur brut. Si une année, l'État verse tous les intérêts qu'il doit aux investisseurs, la suivante, le ratio dette-PIB baissera. Parce qu'en principe, chaque année, l'économie d'un pays et donc son PIB ont tendance à croître légèrement. Pour afficher une dette supportable, il faut bien entendu que les gouvernements aient la capacité de la rembourser dans l'avenir, que l'économie de leur pays progresse et que l'État n'emprunte que ce dont il a besoin. Si dans un pays la croissance ralentit, que le PIB stagne, la dette augmente. L'inquiétude des investisseurs sur la capacité des États à leur verser la rémunération promise peut faire grimper les taux d'intérêt appliqués aux obligations afin de couvrir le risque d'une défaillance de l'État. Les États dépensent donc plus pour emprunter dans un contexte de ralentissement économique. Si dans un pays, le ratio dette-PIB s'envole et que la croissance est en berne, la dette publique devient insupportable. Imaginons que la dette de la Grèce, ce soit ce melon par rapport aux autres pays européens qui seraient ses autres fruits. La dette grecque, déjà grosse, l'est de plus en plus. C'est parce que l'État continue d'emprunter alors que son économie va mal, les taux d'intérêt ont cru et il faut s'endetter toujours plus pour rembourser l'ancienne dette, la majorité des sommes ayant été empruntées à l'étranger. De nombreux pays européens sont tombés dans le même piège. La dette du Portugal ressemble, elle, plutôt à un ananas. Monica Pina est partie sur les routes de ce pays pour savoir ce que son gouvernement fait pour convaincre les investisseurs de la viabilité de la dette portugaise. Sur ce tronçon entre Covilhã et Coimbra, il n'y a pratiquement jamais personne. C'est très souvent le cas sur les 900 km de route où des péages ont été mis en place pour dégager de nouvelles recettes. L'une des mesures censées combler une dette pour laquelle le Portugal a bénéficié d'un plan de sauvetage qui s'est achevé l'an dernier. Mais les entreprises de transport continuent d'en payer le prix. On évite de prendre les autoroutes parce que les tarifs des péages sont trop élevés. On prend l'autoroute pendant 15 km. Après, on prend la nationale pour 40 km, puis on revient sur l'autoroute. Cette entreprise, comme de nombreuses autres dans le pays, a dû faire face aux conséquences des réformes et s'y adapter. Le surcoût engendré par les péages a poussé son dirigeant à faire passer ses effectifs de 55 à 40, à ouvrir un nouvel entrepôt près de Coimbra et à réduire le nombre de ses véhicules. Notre entreprise a dépensé pour 30 000 € de frais de péage l'an dernier. On a essayé de trouver des alternatives quand c'était possible. Si on devait uniquement emprunter les autoroutes, on paierait environ 60 000 €. Ce serait insupportable. En 2011, la dette publique portugaise représentait environ 111% du PIB. Aujourd'hui, elle atteint 130%, plus de 2 fois la limite des 60% établie par l'Union européenne pour considérer qu'une dette publique est supportable. Pour autant, quelque chose a changé, la perception des marchés. Si les chiffres semblent prouver que les péages n'ont pas permis de réduire véritablement la dette du pays, les investisseurs restent confiants.
Pour eux, ce type de mesure illustre la détermination des Portugais à gérer leurs dettes de manière durable. Mais le Portugal ne peut s'en sortir sans d'autres mesures que prendrait l'Europe cette fois. C'est ce qu'assure le professeur José Raich. D'après lui, son pays a besoin d'une révision des règles dans la zone euro. L'Union économique et monétaire a mis beaucoup de choses différentes dans le même panier. Des pommes de terre et des haricots verts, dont les structures sont très différentes. Si on les met ensemble, ils peuvent se nuire. Mais on peut mettre ensemble d'autres choses, comme des pommes de terre et des tomates, par exemple. Et pour pouvoir le faire, il faut les protéger. On doit placer chacun à la bonne place. Mais pour la plupart des économistes, dont José Raich, la relance de l'économie portugaise et la viabilité de sa dette passeront par des réformes structurelles en matière d'éducation, d'emploi, de production industrielle, d'investissement et de redistribution des gains. Nous sommes avec Sony Kapoor, directeur général du think tank Redefine. Il est économiste et s'exprime souvent lors de conférences sur tout ce qui touche l'économie en Europe. Sony, abordons tout d'abord les exemples du Portugal, mais aussi de la Grèce. Comment ces pays en sont-ils arrivés là? Que font-ils pour changer les choses? Ce sont essentiellement des pays en développement qui se retrouvent bloqués dans le monde développé. Donc, pour rester au niveau du reste de l'Europe, ils ont vécu surtout en empruntant. Mais quand la crise a frappé, c'était comme quand la marée se retire. Tout d'un coup, on a pu voir qui nageait tout nu en réalité. Et donc, on a commencé à s'interroger sur leur viabilité, ce qui a entraîné cette sorte de spirale descendante que l'on peut voir quand un personnage de dessin animé est au bord d'une falaise et qu'il s'avance au-dessus du vide. Il ne tombe pas tout de suite, puis quand il réalise qu'il n'y a rien sous ses pieds, il se met à tomber. Mais dans ce cas, que peut-il faire pour remonter? Il ne peut pas faire grand-chose à court terme. Dans le cas du Portugal, par exemple, il doit améliorer son système éducatif, mais cela prend du temps. La Grèce, elle, n'a pas de socle industriel approprié, mais l'argent qui traditionnellement, par le biais des gouvernements, permet ces investissements a tout d'un coup disparu. Donc, on est coincé dans un dilemme où on se dit « on doit vivre selon nos moyens ». Or, ce n'est pas ce que doit faire un pays, parce que ça signifie qu'il devient de plus en plus pauvre. Donc la question est de déterminer si un pays a besoin ou non d'emprunter. Mais combien il emprunte et comment l'argent est utilisé en réalité? Sony, je vous invite à faire une courte pause pour découvrir cet autre reportage de Monica Pina en Lettonie, où les autorités ont pris le taureau par les cornes. Dès 2008, l'économie lettonne a commencé à plonger avec une dette publique en hausse et un PIB en berne. Mais après un plan de sauvetage financier de 3 ans et l'austérité qui l'accompagne, la Lettonie s'est aujourd'hui refaite une beauté à l'instar de cette entreprise. Le fait de nous être concentrés sur nos exportations, sans oublier non plus notre marché domestique, nous a aidé à maintenir la société à flot depuis près de 10 ans que l'on existe, mais aussi pendant la crise. Travailler à l'export, beaucoup d'entrepreneurs lettons l'ont fait, alimentant ainsi la relance de l'économie. Ce qui a permis à la Lettonie d'afficher un rythme de croissance parmi les plus rapides de l'Union et de rejoindre plus aisément la zone euro en 2014. D'après certains économistes, le cas letton est un exemple pour les décideurs politiques des pays de la zone euro plombés par les difficultés économiques. La dette lettonne a atteint un sommet en 2010. Elle représentait près de la moitié du PIB avant de chuter lentement. Elle pourrait finir sa course encore plus bas l'an prochain. Comment donc la Lettonie a-t-elle pu réaliser l'impossible? C'est un ensemble de réformes menées dans 3 domaines qui peut l'expliquer. En matière de fiscalité, de finances, mais il y a eu aussi beaucoup de réformes structurelles dans un grand nombre de secteurs comme le marché du travail ou les exportations. En 2009, l'année où le programme de sauvetage a été lancé, on a réduit notre dette à hauteur d'environ 8,8% du PIB et notre principal champ d'action n'a pas été du côté des recettes, mais des dépenses. La Lettonie disposerait-elle d'un élixir qui pourrait être administré à d'autres pays européens? Beaucoup d'analystes estiment inapproprié de faire de ce pays un exemple pour de plus grandes économies. Nous sommes de nouveau avec Sony Kapoor. Sony, est-ce que la recette lettonne peut être reprise ailleurs en Europe au vu de la taille de son économie?
Pour un certain nombre de raisons, la réponse est non. La première, c'est ce que vous venez d'indiquer, à savoir la petite taille de son économie. La deuxième raison, c'est que sa prospérité est en grande partie très récente. Et donc, son économie est beaucoup plus résistante. Elle ne craint pas de perdre ce qu'elle vient de gagner sur les 10 dernières années environ. Ce n'est pas le cas pour les économies plus anciennes de l'ouest de l'Europe, comme la Grèce, où la prospérité a été de longue durée et où les attentes sont plus grandes. Faut-il appréhender différemment la viabilité de nos dettes? Emprunter en soi, ce n'est pas bien ou mal. Tout dépend à quoi sert l'argent. Un concept à le vent en poupe en ce moment, c'est de mettre en opposition l'emprunt non productif et l'emprunt productif. Est-ce judicieux pour un individu d'emprunter de l'argent pour aller étudier au MIT ou à Harvard ? La plupart du temps, la réponse est oui, clairement. Vous pouvez vous attendre à un retour sur investissement qui sera positif. Pour un État, est-ce judicieux d'emprunter pour investir dans un système éducatif qui permet de former des travailleurs productifs? Est-ce judicieux d'investir dans des infrastructures qui participent à la relance de l'économie? Cela peut sembler absurde, mais emprunter plus, c'est parfois la meilleure méthode pour réduire votre dette future ou améliorer la viabilité de votre dette. Comment prévenir les risques de dérapage? En planifiant les choses à l'avance, en sachant que vous pouvez emprunter auprès de différentes sources, en empruntant sur le long terme. Et c'est le gros avantage que nous avions au Royaume-Uni. Emprunter dans le cadre d'une dette productive et avoir une stratégie pour les situations d'urgence, parce qu'il y en a toujours. Si on est dans cette démarche, ce sera très constructif en cas de crise future et d'éventuelles perturbations des marchés. Vous pouvez améliorer les performances du secteur public, vous pouvez emprunter pour investir et améliorer la productivité dans l'éducation, à de très faibles taux actuellement, et stimuler votre potentiel de croissance. C'est de loin la meilleure approche. Restez concentré sur le fait de devoir simplement rembourser, ce serait très réducteur.